Tu n'étais qu'une plaie. Qu'importe. Tu n'avais pas abdiqué toi. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, votre chaîne dédiée à l'histoire et à la richesse culturelle d'Haïti. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans un chapitre fascinant, mais souvent méconnu de l'histoire haïtienne, celui de Jean-Baptiste Périer, plus connu sous le nom de Goman. L'histoire d'Haïti, marquée par des luttes épiques pour la liberté et la justice, regorge de personnages intrigants que le temps a parfois relégués dans l'ombre. Parmi eux, Goman se distingue comme une figure incontournable. Ancien officier de l'armée indigène, il a pris les armes en février 1807 pour diriger une révolte dans le sud du pays, reflet des tensions sociales, politiques et économiques de la nouvelle République d'Haïti. Dans cet épisode, nous examinerons les motivations profondes qui ont animé Goman, les alliances stratégiques qu'il a nouées et l'impact de sa rébellion sur l'évolution de la première République noire. À travers ce récit captivant, entre insoumission, ambition et héritage, vous découvrirez un aspect inédit de notre histoire nationale. En février 1807, cela fait 1 an que Jean-Jacques Dessalines, le père de l'indépendance haïtienne, a été victime d'un complot à grande échelle, impliquant la plupart des figures politiques de l'époque. Acte qui a introduit la trahison politique dans les mœurs haïtiennes. L'assassinat du père de la nation marque le début de la méfiance et des coups bas. Une gangrène qui perdure encore dans le milieu politique haïtien. Cette affaire marque également l'expression de la genèse des clivages historiques haïtiens. Le clivage mulâtre-noir, le clivage possédant-possédé, le clivage rural-urbain. Après l'indépendance, proclamée le 1er janvier 1804, Haïti plonge dans une crise politique et militaire. La mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le 17 octobre 1806, laisse le pays en proie à une lutte de pouvoir entre Henri-Christophe, dirigeant du Nord, et Alexandre Pétion, chef du gouvernement de l'Ouest et du Sud. Cette division exacerbe les tensions sociales héritées de la colonisation et de l'esclavage, notamment la répartition des terres et le traitement des anciens esclaves, qualifiés, non sans un certain sens de discrimination, de nouveaux libres. Dans ce contexte de bouleversement, Jean-Baptiste Périer dit Goman émerge comme une figure de contestation populaire, un homme qui surtout rumine sa colère et rêve de venger l'empereur trahi. Mais par où commencer? Il y a tellement eu de comploteurs contre Dessalines que le venger signifierait se mettre à dos toute la classe politique haïtienne. Mais qui est cet homme? Qui est ce Jean-Baptiste Périer? Jean-Baptiste Périer dit Goman est issu du groupe ethnique Congo. Il est ce que Gérard Barthélemy appelle un esclave bossal, dans son ouvrage Créole bossal, conflit en Haïti, à savoir un esclave qui n'est pas né dans la colonie de Saint-Domingue. On ne connaît pas sa date de naissance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est de l'ethnie Congo et qu'il a été capturé en Afrique avant d'être conduit dans la colonie de Saint-Domingue. Il devient esclave sur l'habitation Périer, dans la région de la plaine des Cailles, dans le sud du pays. Mais Goman est un irréductible, un marron, un révolutionnaire qui ne veut rien entendre de l'esclavage. Alors, il prend la tête de l'insurrection des Platons entre 1792 et 1793. Aidé de Nicolas Régnier et de Gilles Bennec, il livre une guerre sans concession dans le sud contre le système esclavagiste et les forces expéditionnaires françaises. Retenez bien le nom, Gilles Bennec. Il aura son importance pour la suite. Goman combat sous les ordres de Rigaud dès 1792. Après le triomphe de la Révolution de 1804 et la naissance de l'État haïtien, il devient lieutenant-colonel, chef du 2e bataillon de la 19e demi-brigade basée à Anse-Desnaux. Mais comment naît son mouvement politique? Après la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806, Goman craint tout simplement un retour à l'esclavage. Au moment de la réforme agraire, il constate la mainmise du pouvoir par l'aristocratie du Sud, les ex-affranchis
ancienne classe propriétaire d'esclaves. Pétion, tout en promouvant un système républicain, met en place une politique de vente de terres et de réorganisation agricole qui bénéficie principalement aux riches propriétaires terriens. Les paysans, souvent exclus de ces réformes, se sentent trahis par ceux qui prétendent les libérer. C'est dans ce contexte d'injustice que Goman décide de passer à l'action. Il se révolte contre la présidence d'Alexandre Pétion. Il lance une révolte en février 1807. Une révolte qui a un double objectif: rendre une justice politique et économique aux paysans et venger Jean-Jacques Dessalines. Le 4 février 1807, Goman lance une insurrection armée dans le sud, principalement dans les montagnes de Grand'Anse, une région difficile d'accès qui devient son bastion, mais aussi dans la région des Nippes. Il mobilise une coalition de paysans et de déserteurs frustrés par les politiques républicaines, des individus qui sont inquiets de la perte des droits des paysans et de la liberté des cultivateurs. Des officiers comme Bergerac Trichet, commandant de la Grand'Anse, ou Thomas Durocher, inspecteur général de culture de la Grand'Anse, sont à ses côtés. Son mouvement vise à redistribuer les terres aux paysans et à instaurer une réforme d'autonomie dans la région. Goman dénonce ce qu'il perçoit comme une trahison des idéaux de liberté et d'égalité portés par la révolution haïtienne. Son action prend la forme de raids armés, de pillage des domaines des propriétaires terriens et d'une guerre de guérilla contre les forces de Pétion. Un grand stratège, il allie guerre conventionnelle et technique de guérilla, digne de son passé de maron. La majorité des nouveaux paysans de la Grand'Anse et un grand nombre de soldats se joignent au mouvement insurrectionnel. Et lorsqu'il décide de reconnaître l'autorité d'Henri Christophe sur le nord, alors Alexandre Pétion comprend qu'il doit en finir avec lui. Goman doit mourir. Il en va de la pérennité de son pouvoir et de son autorité sur l'ouest et le sud. L'initiative de Goman est plus qu'une simple révolte. En effet, au fond, il a tout un projet politique qu'il rêve de mettre en place dans la nouvelle République haïtienne qui est déjà menacée par la division. Goman a les idées très claires. Son mouvement n'est pas qu'une simple réclamation de terre. C'est un véritable mouvement de guérilla avec une vraie ambition politique qui prend naissance dans la région de Jérémie, dans le quartier Bézin des Nippes. Après la reddition de Bergerac Trichet et de Thomas Durocher, loin de s'affaiblir, le mouvement reprend sur l'habitation Fiole, dans les hauteurs de Dame-Marie, dans le camp de base de Goman. Ainsi, son mouvement est une claire tentative de créer un État permanent dans le sud, mais un État plus égalitaire dans lequel seront noyés les préjugés. C'est déjà une nouveauté. Une sorte de démocratie agraire où la terre garde toute sa sacralité. C'est la mise en place du Grand Doko, la première république paysanne. D'ailleurs, dans sa guerre totale, Goman ne croit absolument pas à la politique de la terre brûlée. Il va donner des ordres fermes à ses lieutenants pour qu'aucune habitation, aucune ville importante, aucun bourg ne soit détruit ou incendié. C'est clair, Goman veut prendre le pouvoir et ne veut pas se retrouver à la tête d'un royaume de ruines. Une fois l'État en place, il doit avoir assez de ressources pour subvenir aux besoins de la population et respecter les promesses révolutionnaires. Ce sont des idées inédites pour l'État révolutionnaire de Goman. On assiste d'ailleurs au développement de l'agriculture dans toutes les zones contrôlées par le mouvement. La révolte de Goman dépasse la simple opposition armée. Elle met en lumière les fractures sociales et marque l'Haïti d'après 1804. Sa révolution tente de répondre à la question foncière. En effet, les paysans exigent un accès égalitaire à la terre, alors que les élites dirigeantes cherchent à maintenir le système de production agricole basé sur de grandes exploitations. C'est le clivage possédant-possédé. Sa révolution tente de trancher le conflit entre les idéaux révolutionnaires et la réalité politique. En effet, la révolution avait promis la liberté et l'égalité, mais beaucoup de paysans se sentent toujours marginalisés par les nouvelles structures de pouvoir. C'est l'affirmation du clivage liberté politique et liberté économique. Sa révolution tente de répondre également à l'autonomie régionale. En effet, la rébellion de Goman exprime aussi un désir d'indépendance régionale contre un État centralisé perçu comme un agresseur.
C'est là l'exacerbation du double clivage. Centralisation, décentralisation d'un côté et milieu urbain, milieu rural de l'autre côté. Enfin, la révolution réveille le clivage mulâtre-noir, créé pendant la période coloniale et esclavagiste. En effet, Gaumont exige une meilleure répartition des richesses entre les noirs et les mulâtres. Pour mener à bien son projet politique, Jean-Baptiste Périer dit Gaumont va construire dans l'épaisseur des bois un territoire réputé inviolable. C'est la ville refuge de Gaumont et de ses lieutenants, au sommet du massif de la Haute, à 14 lieues de la ville de Jérémie, au sud-ouest. Cette forêt de nuages recouvre les sommets montagneux, et notamment le pic Makaya, qui est le second lieu le plus élevé d'Haïti, avec ses 2347 mètres d'altitude. Et le choix de la région du massif de la Haute est bien évidemment hautement stratégique. En effet, elle est recouverte d'une importante forêt tropicale qui s'étend sur les sommets montagneux les plus hauts du pays, dont le fameux pic Makaya, qui est le deuxième point culminant du pays, après le massif de la Selle, qui lui cumule à 2680 mètres d'altitude. Le massif de la Haute est difficile d'accès, ce qui rend toute attaque foncièrement difficile à réaliser, sans l'assurance de pertes massives en hommes et en munitions. Mais ce n'est pas tout. Le massif de la Haute est d'une grande fertilité, ce qui fait de lui le poumon économique de l'agriculture haïtienne au lendemain de l'indépendance. Une biosphère peuplée d'une abondante flore et faune. Cette forteresse naturelle a pour vocation de lui éviter toute surprise de la part des troupes de la République, territoire autour duquel sont établis des pièges à l'encontre des intrus. C'est donc un paradis de luxuriance que Gaumont est prêt à transformer en enfer pour ses agresseurs zélés. Les hommes forts de ce grand doco s'appellent Paul Rosias, Cédé Ormeau, Saint-Louis Boteau ou encore René Lévesque. Plusieurs années passent et le gouvernement grandit. En 1810, d'autres officiers supérieurs rejoignent Gaumont. C'est le cas notamment du colonel Blaise du 3e bataillon. Ce qui s'apparentait à une simple rébellion se développe comme un contre-pouvoir dans ce territoire du Sud essentiel à l'intégrité du régime de Pétion. Surtout que la guerre est également économique. Et l'enjeu est la récolte du café sur les habitations abandonnées. Pour rappel, le café est la principale force de production du pays. Pétion tente de piéger Gaumont par l'intermédiaire du général Borgella dans les régions des abricots. Mais le révolutionnaire arrive in extremis à déjouer le piège et poursuit sa lutte contre le gouvernement de Port-au-Prince. Et le mouvement commence à s'estomper à partir de 1814, dans l'impossibilité pour lui de continuer à distribuer des terres aux officiers, aux sous-officiers, aux soldats, aux fonctionnaires publics et à des familles de cultivateurs. Et également devant les assauts répétés des troupes par l'intermédiaire des officiers comme Jérôme Maximilien Borgella, André Rigaud, Bellefleur, Laurent Bazelet, Francisque ou encore le colonel Lys. Les plantations reprises par le gouvernement sont brûlées, ce qui contribue à affaiblir le pouvoir économique des hommes de Gaumont. Pourtant, Pétion ne réussit pas à vaincre Gaumont. Il meurt le 29 mars 1818 à Port-au-Prince. Cette extraordinaire insurrection paysanne va durer 13 ans. 13 longues années. Et c'est Jean-Pierre Boyer qui va en venir à bout. En effet, après la mort de Pétion, le secrétaire général du gouvernement, Joseph Balthazar Inginac, lui soumet un plan stratégique, un plan de campagne contre Gaumont. Un plan élaboré par son prédécesseur, Alexandre Pétion. Un plan qu'il lit, modifie et valide. Un plan qui prévoit, entre autres, la mise à prix de la tête de Gaumont pour 3000 gourdes. Le gouvernement de Boyer lance en effet une énième attaque contre ce gouvernement paysan en janvier 1819. Le 14 janvier, un assaut est mené par un corps expéditionnaire de 6000 à 8000 soldats et dirigé par un état-major formé de Borgella, Lys, Francisque, Marion et Bruni Leblanc. Ces hommes ont pour ordre de détruire ces insurgés. Tous reportent au général Laurent Bazelet, le plus ancien d'entre eux et commandant des arrondissements de Jérémie et de Tiburon. Le président Boyer leur donne l'ordre de traiter ces insurgés comme des marrons à traquer comme des bêtes. Il faut bien comprendre ce que cela signifie.
En disant cela, Boyer se met dans le rôle de l'affranchi propriétaire d'esclaves chargé par les colons blancs d'aller déloger les marrons de leurs maquis hostiles et de leurs docos indociles. Souvenez-vous de l'argument sorti par l'abbé Henri Grégoire pour défendre les gens de couleur dans Mémoire en faveur des gens de couleur ou Sans mêler de Saint-Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique adressé à l'Assemblée nationale. Un texte daté de décembre 1789. Citoyens laborieux, ils font fleurir les plantations, il y a parmi eux de grands propriétaires, ils augmentent la masse des richesses coloniales et partant, concourent à la prospérité de l'État. Personne n'est plus agile pour gravir les mornes et ramener les nègres marrons, ils sont un surappui contre l'insurrection des esclaves. Soit l'expression de la loyauté des anciens libres de couleur à l'égard du système esclavagiste. Pour Jean-Pierre Boyer, traiter Gaumont de marron, c'est à la fois rappeler son histoire vraie de marron, mais c'est aussi reprendre un narratif néocolonial et néo-esclavagiste assumé. Attention, les mots ont leur sens, et même après plusieurs siècles, on peut leur faire dire la vérité sur celui qui les a prononcés. C'est que Boyer veut récupérer les richesses de la Grand'Anse accumulées en 12 ans de guerre par des insurgés disciplinés et travailleurs. De plus, Boyer est un fervent partisan du retour à l'intégrité territoriale et reprendre le contrôle du Nord occupé par Christophe et de la Grand'Anse sécessionniste de Gaumont fait partie de ses objectifs politiques. C'est ainsi que ces troupes encerclent la Grand'Anse, elles attaquent le Grand Doco, elles vont tuer en masse et brûler les maisons et les plantations. Le gouvernement va utiliser la terre comme appât pour pousser les paysans à trahir Gaumont. Ces mesures stratégiques finissent par décourager les fidèles de Gaumont et sa guérilla va perdre toute sa force. La mort des lieutenants Paul Rosias et Cédé Ormeau et la reddition du docteur René Lévesque, proche de Christophe, marquent la fin de cette révolte paysanne. Après de longs combats acharnés, le siège se termine par la défaite du mouvement et le triomphe militaire de Boyer. Mais Gaumont est toujours introuvable. Donc pour l'instant, c'est une défaite politique. Cinq mois après la fin des hostilités, Gaumont est toujours introuvable, ce qui ajoute au mysticisme de celui-ci, tant dans le sud-ouest que dans tout le pays. Boyer n'aime pas ça. Il tente de le capturer afin de démystifier son image. Certaines rumeurs prétendent qu'il aurait disparu, tout en se réservant le droit de revenir hanter les bourreaux de ses partisans et de son mouvement. Le général Borgelat fait de sa capture une priorité militaire et politique. Le 10 septembre 1819, l'armée de Boyer repère enfin la cachette de Gaumont, mais ce dernier arrive à nouveau à s'échapper. Dans l'intervalle, Jean-Pierre Boyer s'assume les pleins pouvoirs par une manœuvre politique par la loi du 22 mars 1819. Manœuvre noyée dans la propagande liée au démantèlement du Grand Doco de la Grand'Anse. Mais Gaumont est toujours introuvable, une épine dans le pied du régime autocratique de Boyer. La mort de Gaumont intervient finalement le 23 février 1820, dans des circonstances remplies de mystère. On en connaît deux versions. Selon la première, se sentant persécuté, Gaumont se serait jeté dans le précipice et se serait donné la mort par peur d'être torturé et humilié. Selon la deuxième, il aurait été trahi par l'un de ses compagnons de toujours, l'adjudant général Gilles Bennec, chez qui il aurait trouvé refuge, et qu'il aurait livré à l'officier Chérimami, l'un des sbires fidèles de Boyer. Quoi qu'il en soit, la victoire de Boyer est enfin définitive. Et il faut qu'il soit justement en visite dans le sud pour la savourer. Hasard ou coïncidence. Il peut désormais s'occuper d'autres dossiers chauds de sa présidence. La révolte de Gaumont a marqué l'histoire sociale et politique d'Haïti. C'est la jeunesse du mouvement paysan et populaire. Elle souligne l'écart persistant entre les élites et les masses rurales. Une fracture qui allait continuer à influencer la vie politique haïtienne pendant des décennies. Gaumont reste une figure controversée. Pour certains, il fut un traître menaçant l'unité nationale. D'ailleurs, sur la place de Jérémie, la statue de Gaumont a été profanée, sabotée, à moitié arrachée. Et l'argument avancé pour déboulonner la statue de Gaumont est qu'il est le symbole de la malveillance et de la laideur. Prenons un instant pour méditer ceci. Gaumont est profané chez lui, au cœur de cette Grand'Anse qu'il a toujours défendue. Cette Grand'Anse pour laquelle il a donné sa vie. Ah, nous les Haïtiens, nous sommes trop forts. Nous sommes un peuple unique. Aujourd'hui, Gaumont est devenu une insulte, symbole de la noirceur de la peau et de l'indélicatesse.
Quand je vous dis que nous sommes extraordinaires, heureusement que pour d'autres, Gaumont est un héros populaire, ayant défendu les droits des opprimés et qui rêvait de venger Dessalines, lâchement assassiné le 17 octobre 1806. Ces deux narratifs vont encore se battre longtemps. À nous de garder le contrôle sur l'impulsion de la vérité historique. Ce qui est certain, c'est que le mouvement insurrectionnel des paysans de la Grande Anse, sous la direction de Gaumont, fut la première grande bataille organisée de la paysannerie et du secteur populaire haïtien. Ce conflit a cristallisé toutes les fractures qui minent Haïti aujourd'hui. La fracture entre les mulâtres et les noirs, celle des possédants et des possédés, mais surtout celle entre le milieu rural et le milieu urbain. Jean-Baptiste Perrier dit Gaumont est une figure clé pour comprendre les défis après l'indépendance. En revisitant son histoire, nous honorons non seulement sa mémoire, mais aussi celle de tous ceux qui ont lutté pour un pays plus juste. Gaumont pensait que tous ceux qui avaient combattu pour la liberté devraient avoir leur part de l'héritage matériel. La question des terres continue de bouleverser la société haïtienne. Et la révolte de Gaumont marque l'an 1 de la renaissance populaire haïtienne contre les tentations d'autoritarisme politique et de spoliation économique. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer avec nous les grandes figures et les moments clés de l'histoire d'Haïti. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. À bientôt.